mais sauf que... Ou alors c'est la voix. C'est bon? Non mais ça va, après ça s'entend peut-être, non? Bonjour à tous, bienvenue à la causerie du jour. Donc aujourd'hui nous recevons Aude Nazerolas. Je vous rappelle donc que les causeries, ce sont un cycle de conférences tous les mardis de fin octobre à fin avril sur des différents domaines de connaissances. Nous vous proposons donc 1 heure de 13 à 14 en live, évidemment, puisque vu les conditions sanitaires, c'est la diffusion privilégiée. Nous avons aujourd'hui une personne dans l'amphithéâtre. Donc c'est vrai que ce sont des conditions un peu particulières pour les causeurs. Nous les remercions évidemment d'accepter de travailler dans ces conditions. Nous vous disons bonjour, vous qui nous voyez donc via le live, que ce soit à travers les campus saisis, 25 centres en France, ou bien via vos ordinateurs, vos portables. Je sais que nombreux tuteurs nous regardent également, des institutionnels ou tous vos réseaux personnels également. Le lien, je vous le rappelle, est unique pour l'ensemble de la saison. Il est gratuit évidemment et il est diffusable. N'hésitez pas, toute personne intéressée par le programme peut regarder la causerie. Donc aujourd'hui, Aude va nous parler d'un sujet très intéressant justement. Donc, est-ce qu'on est un bon communicant? Quels sont les outils, les techniques qu'on peut utiliser pour améliorer nos rapports aux autres et nos interactions? Je vous rappelle que l'adresse causerie au pluriel idfc@cesi.fr sert à poser des questions pour faciliter l'interaction. Vous n'hésitez pas à envoyer donc vos questions durant la causerie. Soit Aude y répondra lors de la causerie, soit à la fin de la causerie. Vous nous envoyez ces questions. Si vous êtes un apprenant, n'hésitez pas à mettre votre centre saisi et votre formation, s'il vous plaît. Donc, je rappelle l'adresse causerie au pluriel idfc accroché @cesi.fr. Cette adresse permet également d'envoyer des idées de causeurs ou de thématiques de causerie pour l'année prochaine. Donc, vous n'hésitez pas. C'est aussi l'adresse par laquelle vous pouvez récupérer le support des causeries avec l'accord du causeur. Et vous pouvez également aller sur YouTube, sur la playlist Les causeries saisies sur le YouTube Saisie, afin de pouvoir visionner ou revisionner certaines causeries, dont celle-ci qui sera visionnable pendant 2 semaines. Voilà, je vous laisse avec Aude. Je vous souhaite une très bonne causerie et puis à très bientôt. Merci Héloïse. Bonjour à tous. Alors, premier geste réflexe, je retire mon masque. Car porter un masque, physique d'ailleurs, n'est pas sans conséquence sur la communication. Ça ne vous aura pas échappé, on aura l'occasion d'en reparler. C'est vrai que c'est une année particulière qui a vraiment provoqué beaucoup de conséquences sur notre façon de communiquer avec tout le monde. Et moi-même, je n'aurais pas pensé il y a 1 an que je ferais des conférences dans des amphithéâtres vides, comme ici, ou depuis mon salon en webinaire avec une centaine de personnes connectées, mais sans avoir aucun visuel. Et je peux vous dire que c'est là qu'on voit toute la dimension de la communication sur notre quotidien, toutes les informations qu'on capte en permanence en non-verbal, voilà, tout ce qui est un petit peu impalpable en temps normal. Bien là, on mesure quand on ne l'a plus, comme beaucoup de choses, à quel point ça nous manque. Donc voilà, je suis ravie de venir vous parler de ce beau sujet qu'est la com. Donc juste pour me présenter en quelques mots, donc moi je m'appelle Aude Nazerolas, je suis consultante en prévention des risques psychosociaux et en amélioration de la qualité de vie au travail. Et je suis également psychopraticienne, donc je suis spécialisée dans la souffrance au travail, j'accompagne les gens principalement en stress chronique, burn-out, harcèlement moral et sexuel sur ces sujets-là. Autant vous dire qu'en ce moment je suis bien occupée car la crise a eu quand même un impact et c'est que le début à mon sens sur ces sujets-là. Et j'interviens aussi au sein du CESI sur ces thématiques. Donc aujourd'hui, la question que j'ai envie de vous poser, c'est pensez-vous être un bon communicant? Alors normalement, vous levez la main. Bon, là, je ne sais pas, mais déjà, je vous invite à vous poser la question à vous-même. Et aussi pour faire en sorte de préserver un minimum d'interaction, si c'est possible. Voilà, comme disait Héloïse, n'hésitez pas à poser vos questions en direct par les moyens qui vous sont proposés. Il n'y a pas de questions bêtes, au contraire, s'il y a des précisions à apporter. Voilà, pour moi, ce sera en tout cas très bénéfique que de pouvoir avoir un petit semblant d'interaction
et de ne pas oublier qu'en face, derrière cette caméra, il y a des vrais gens qui nous regardent et qui participent avec nous. Donc, êtes-vous un bon communicant? C'est la question. Souvent, on répond oui au début de la conférence, puis après, à la fin, on se dit « Ah, finalement, peut-être pas tant que ça. J'ai peut-être encore des progrès à faire. » L'idée de cette conférence, c'est vraiment de vulgariser un peu le sujet, d'aborder des grands concepts, et puis de vous donner quelques trucs et astuces pour faciliter votre communication au quotidien. Parce qu'on va voir que souvent, le messager, il compte quasiment autant, si ce n'est plus, d'ailleurs, que le message. Donc voilà, quelques rappels des grands principes, on va faire ça, quelques notions d'assertivité, de communication non violente, qui sont très efficaces, et une petite initiation à l'analyse transactionnelle, qui sont des outils que j'utilise, qui sont très accessibles et que j'espère que je vous aurai donné envie de creuser pour aller chercher un peu plus d'infos après cette conférence. Alors, en préambule, je vais enfoncer une porte ouverte pour communiquer. Alors, quand je parle de la communication interpersonnelle, il faut être deux. Donc, en général, il y a un émetteur et un récepteur. Et j'enfonce une porte ouverte, mais en même temps, c'est un prérequis de la communication efficace qu'on a souvent tendance à oublier. C'est que on est tous différents. On est tous différents, on est tous uniques. Qu'est-ce qui fait de nous que nous sommes uniques? Eh bien, on a chacun notre façon de voir le monde. On a notre personnalité, bien sûr, mais on a aussi notre éducation, notre culture, notre histoire, nos expériences, nos valeurs, notre religion, etc., etc. Et c'est ce qui va faire de nous qu'on va porter un regard sur le monde qui nous est complètement propre. Et le problème, c'est que souvent, on pense que notre regard sur le monde est le seul vrai, et le seul valable d'ailleurs. J'ai raison. Ma vision du monde est la bonne. Et c'est ça qui engendre souvent beaucoup de problèmes de com', puisqu'on a du mal à se rappeler que l'autre, il a aussi son propre référentiel, son propre cadre de référence, sa propre personnalité, ses propres expériences, sa propre histoire, qui fait qu'il va être tout aussi convaincu que nous qu'il a raison d'être dans ce filtre de vision du monde. C'est comme si on avait tous des paires de lunettes différentes. Donc déjà, ce qui est important, c'est de se dire, ok, pour bien communiquer, il faut que je sois capable de prendre un peu de recul et de dire, ok, moi j'ai ma vision du monde, j'en suis convaincue, c'est ce qui me constitue, mais je reste quand même ouvert au fait qu'il y a peut-être d'autres visions du monde qui sont ni meilleures ni moins bien, elles sont juste différentes et elles peuvent aussi me nourrir et m'apporter des choses, des éclairages auxquels je n'avais pas pensé parce que moi-même je suis enfermée dans ma façon de voir les choses en fait. Donc, on va avoir un canal de communication de celui qui envoie l'info et un canal de communication de celui qui la reçoit. Et au milieu quelque part, entre les deux, on va essayer de trouver le message. Mais vous voyez bien que tout ça, ça rajoute des filtres. Donc finalement, entre le message qu'on envoie et le message qu'on va recevoir, eh ben, c'est une toute petite partie qu'on va vraiment percevoir et entendre. Donc ça déjà, première question, est-ce qu'on est tous prêts à se dire qu'on n'a pas forcément raison, que la vérité n'existe pas? Attention, sujet philosophique. Y a-t-il une vérité absolue? Vous avez 4 heures. En fait, non, on a chacun nos vérités. Et donc, toute notre façon de voir le monde, c'est juste une multitude de vérités qui nous sont propres. Voilà, c'est pour ça que ça complique, parce que justement, ce travail d'ouverture d'esprit et du cœur, de se dire, ok, je suis là, mais rien ne m'empêche de faire un pas de côté et de m'ouvrir à d'autres façons de voir les choses. Un autre aspect qui est important, c'est la différence entre verbal et non-verbal. Alors, je vous laisse juste réfléchir à votre avis. Donc, ce qu'on appelle la communication verbale, c'est ce qui va passer par les mots. Donc là, c'est assez simple à comprendre, c'est le langage. Et ce qu'on appelle la communication non-verbale, en gros, c'est tout le reste. Donc, il y a ce qu'on appelle le paralangage, c'est-à-dire la posture, les gestes, les mimiques, les expressions du visage, sourire, regard, l'intonation de la voix, enfin tout ce qui va accompagner le langage. Alors, je vous laisse 2 secondes pour vous demander, à votre avis, quelle est la proportion entre le verbal et le non-verbal en pourcentage. C'est-à-dire, quelle est la part la plus importante de la communication interpersonnelle. Donc, ceux qui ont implicitement pensé que c'était le non-verbal qui est plus important, ils ont raison, puisque, alors c'est des chiffres approximatifs, mais en gros, on estime à 80, si ce n'est pas 90% d'ailleurs, de communication non-verbale qui est plus importante
Et donc, quand on a dit ça, vous comprenez bien toute la difficulté de communiquer par écrit, par mail, par SMS, à l'aveugle. Enfin là, vous me voyez, donc vous voyez au moins la façon dont je passe le message, mais moi, j'ai pas le feedback. Et donc, on se prive de tout un tas d'informations. Ce qui explique aussi que quand on communique ensemble à l'écrit, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, on est vachement plus réactif. Il y a un mail qui peut être un peu mal interprété, mal perçu. Comme on n'a pas tout cet habillage qui est autour et tout cet enrobage qui va faire passer, aider, qui va contribuer à passer le message, eh bien, on peut vite tomber dans des interprétations. Et c'est comme ça qu'on a des escalades, des fois, avec des incompréhensions, des malentendus. On interprète ce que l'autre a voulu dire parce qu'on n'avait pas toutes ces informations inconscientes. Souvent, on ne se rend pas compte qu'on les capte sans même s'en rendre compte. Et c'est pour ça que ça complique ce langage écrit. Donc, c'est très important d'avoir ce non-verbal. Et en fait, ce non-verbal, il va conditionner vraiment chaque jour des centaines, enfin des dizaines de micro-décisions. On va agir dans notre journée parce qu'en fait, il y a toutes ces informations qui nous arrivent et notre cerveau est tellement bien fait qu'il auto-décide en permanence de ce qu'il doit faire. Petit exemple un peu basique, à qui préféreriez-vous demander votre chemin ? Alors, il peut y avoir des joueurs qui ont envie de demander au jeune homme. D'ailleurs, il est peut-être très sympathique d'ailleurs ce jeune homme. Mais de prime abord, quand on regarde comme ça, naturellement, la majorité des gens auraient tendance à aller plutôt demander son chemin vers la jeune femme. Parce qu'elle est plus ouverte, plus souriante, le visage plus ouvert, voilà. Donc ça donne confiance. C'est évident que quand vous allez demander votre chemin dans la rue, vous vous dites pas forcément consciemment « Ah bah tiens, lui il a l'air sympa, je vais lui demander ». C'est quelque chose qui se fait en automatique. Et notre cerveau reçoit des milliers d'informations en automatique comme ça toute la journée. Un autre exemple aussi, pour vous montrer à quel point on ne voit pas toujours les mêmes choses. Alors je ne sais pas si ça rend très bien à distance, je pense qu'il voit bien l'écran quand même. C'est qu'est-ce que vous voyez en premier sur ces images-là. Je laisse quelques secondes. Il y en a qui vont voir d'abord la grande tête du vieillard, qu'on voit là, la grande tête du vieillard, hop. Et il y en a qui vont voir d'abord, là il y a deux personnages centraux, donc il y a un vieillard aussi, et puis une jeune femme avec un bébé dans les bras. Il y en a qui vont repérer sur l'arrière-plan d'autres visages qui sont en haut à droite, qui peuvent être aussi vus en haut à gauche. Et je crois qu'il m'en manque d'ailleurs. Je crois qu'il y en a d'autres en bas, mais je ne les vois plus. Mais en tout cas, il y a plusieurs personnages. Et on ne va pas voir la même chose. Alors après, notre cerveau, il peut s'adapter. Je vous invite, ceux qui ne connaissent pas la danseuse en rotation, vous tapez danseuse en rotation sur YouTube et vous allez voir une ombre de femmes avec une jambe levée qui danse et qui tourne en fait. Et la question, c'est est-ce que vous la voyez tourner vers la gauche ou est-ce que vous la voyez tourner vers la droite ? Et la réponse, c'est qu'on peut voir les deux et que quand on arrive à faire la petite gymnastique intellectuelle, on peut la voir switcher de droite à gauche et de gauche à droite. Notre cerveau, il peut nous jouer des tours sur ces choses-là. De la même façon, certains, ici sur cette deuxième image, vont voir en premier lieu un vase, ou un espèce de verre, voilà, blanc. Et d'autres vont voir au contraire les deux visages qui sont chacun sur les côtés, sur les ombres noires. Comme je suis sûre que vous adorez ce petit jeu, on continue. Un troisième exemple. Quel animal vous voyez en premier ? Certains vont voir d'abord un lapin, avec les oreilles, clac, de lapin. Et d'autres vont voir un espèce de canard ou une oie, où finalement les oreilles du lapin, ce sera le bec de l'oiseau. Donc c'est intéressant, après on arrive bien facilement, une fois qu'on le sait, à voir les deux. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que justement, ça, juste pour vous illustrer que quand il y a une situation qui se présente à nous, on a automatiquement une première vision qui se fait. Et cette vision, elle est automatique, elle est inconsciente, elle dépend de notre carte du monde et de notre référentiel. Et ce qui va parfois demander un effort, une prise de recul, ou une façon différente de voir les choses, pour pouvoir voir une autre façon, un autre éclairage. Mais encore une fois, il n'y a pas d'histoire de valeur, il n'y a pas d'échelle de valeur. Ce que je vois, c'est ma vérité, ce que l'autre voit, c'est la sienne. On va juste essayer de se retrouver quelque part au milieu, dans une forme de compromis. Mais je n'ai pas raison, et il n'a pas raison, et je n'ai pas tort, et il n'a pas tort.
Donc ça explique aussi qu'une même situation, elle peut être vécue et analysée de plein de façons différentes, puisqu'il y a autant de points de vue que d'individus. Même s'il peut y avoir des grands consensus collectifs, mais globalement, c'est très variable. Et donc, notre carte du monde n'est pas la réalité, c'est notre vérité. Voilà ce que je vous ai dit. Alors, dans la communication, ce qui est très important aussi, c'est de savoir écouter activement. Alors, qu'est-ce que c'est l'écoute active? Parce que on écoute, mais est-ce qu'on écoute vraiment le message qui est dit? Souvent, on dit on écoute pour répondre. C'est-à-dire qu'on écoute ce que l'autre nous dit, mais parce qu'on est déjà en train de mentaliser la réponse qu'on va faire à son objection, à son argumentation, etc. Est-ce qu'on écoute vraiment, souvent, avec finesse, ce que l'autre essaye de nous dire? Alors l'écoute active, c'est une technique d'accompagnement qui permet à la personne de trouver ses propres réponses. Pourquoi? Parce qu'on écoute l'autre en étant au maximum, c'est là que c'est le plus dur, dans la neutralité. C'est-à-dire j'écoute l'autre en essayant de n'émettre aucun jugement, de ne pas interpréter, juste être dans la réception et dans l'accueil de ce qu'il nous dit. Mais vous serez d'accord, ça c'est la théorie, parce qu'en pratique, eh bien, quand l'autre nous dit quelque chose, en général, tout de suite, on a notre petite radio intérieure qui vient nous envoyer des pensées et des jugements et des « mais c'est n'importe quoi ce qu'il dit »,« mais je suis pas d'accord »,« mais il se plante »,« mais c'est pas ça », etc. Donc ça demande vraiment un entraînement que de sortir de cette posture réactive et d'être vraiment dans cette posture d'accueil. De la bienveillance, bien sûr, parce qu'on disait il faut une certaine ouverture du cœur et une ouverture d'esprit pour s'ouvrir au référentiel de l'autre. Ça va aider aussi à reformuler. Quand on dit à l'autre, donc si j'ai bien compris ce que tu veux me dire, c'est ça que tu penses? On montre à l'autre qu'on a bien entendu ce qu'il est en train de dire, et on s'assure qu'on a bien compris ce qu'il voulait nous faire passer comme message. Donc ça, c'est une bonne technique de reformulation. Des fois, l'autre peut très bien répondre « Ah non, pas du tout ». Et là, on se rend compte que « Ah oui, je croyais que j'avais compris, mais finalement, c'était pas ça le message ». Donc reformuler, c'est une bonne technique à appliquer pour être sûr qu'on a bien compris ce que l'autre nous disait. L'empathie, bien sûr, alors on en parle beaucoup. L'empathie, c'est, selon la définition de Carl Jung, c'est la capacité finalement à déposer sa paire de lunettes qui nous permet de voir le monde pour enfiler la paire de lunettes de l'autre. Souvent, il y a des définitions qui disent c'est de se mettre à la place de l'autre, de comprendre ce qu'il ressent. Oui, c'est vrai, mais ce que je trouve la plus exacte comme définition, c'est ça. Je suis capable d'enlever ma paire de lunettes et de mettre celle de l'autre le temps d'un instant, juste pour me mettre à sa place, pour mieux comprendre la façon dont il voit le monde. Pas facile non plus, cette petite travail d'adaptation. Et donc après, quand on a vraiment bien écouté, le but, c'est de poser des questions. Alors, pas n'importe quelle question, des questions ouvertes et non influencées. Question ouverte, ça veut dire on évite les questions où on répond que par oui ou par non. Les questions fermées, c'est celles qui enferment, c'est celles où on répond oui ou non en général. Donc les questions ouvertes, c'est plutôt comment, pourquoi, que penses-tu de... voilà. Et les questions non influencées, ça veut dire qu'on ne doit pas souffler des réponses ou émettre notre avis, laisser penser, en tout cas laisser transparaître notre avis dans ces questions. Parce que parfois on pose des questions un peu orientées en fait. Donc là l'idée c'est vraiment de rester le plus neutre possible. Et pourquoi c'est formidable ces questions ouvertes non influencées? Parce qu'elles vont aider l'autre à verbaliser, à clarifier sa pensée, à argumenter, à aller un peu plus en profondeur. Et donc souvent c'est aussi comme ça qu'on aide les gens à trouver leurs propres réponses. Moi, je suis thérapeute en relation d'aide et ma technique, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que l'autre me dit des choses et moi, je fais que poser des questions ouvertes, non influencées. Et au bout d'un moment, la personne, elle résout elle-même son problème. Parce que le fait de lui renvoyer cette question ouverte, souvent des questions qu'on ne se pose pas soi-même, et hop, finalement, ça décante et à un moment donné, la solution, elle arrive. Donc ça commence à se développer notamment dans les... Ça, c'est un des avantages de la crise. Moi, je peux vous faire une liste des opportunités aussi qu'a permis et que sont en train de permettre cette crise, notamment sur l'humain. Il y a quand même ça, c'est qu'on commence à comprendre qu'il faut former le management à des postures de leadership un peu positif, leadership bienveillant, dans lesquelles on leur apprend à écouter activement. Alors ça peut paraître un peu idiot,
mais c'est pas forcément inné d'écouter activement. Justement parce qu'il faut avoir appris à canaliser ses pensées, ce juge intérieur, et donc c'est bien parce que je commence à accompagner moi de plus en plus sur ces sujets-là. Donc voilà, déjà, je vous invite à repérer, est-ce que quand vous écoutez quelqu'un, vous l'écoutez pleinement? Ou est-ce que vous êtes déjà en train de préparer la réponse que vous allez lui faire? Je pense que je connais majoritairement la réponse. Pour être un être humain comme vous, je pense qu'on fait tous la même chose. Alors une fois qu'on a rappelé ces grands principes de communication, juste quelques petits trucs et astuces pour vous permettre de toucher du doigt quelques techniques de com qui sont vraiment efficaces. Alors déjà, il y a la notion d'assertivité. Qu'est-ce que ça veut dire être assertif? Être assertif, alors le dessin il est un peu résumé, c'est pas tout à fait ça, mais l'idée c'est à peu près ça, c'est d'être capable d'exprimer ses besoins et ses désirs, mais tout en respectant les besoins et les désirs de l'autre. C'est-à-dire, j'exprime mes opinions, mes ressentis, mes sentiments, mes émotions, mais je ne cherche pas à l'imposer à l'autre, donc je ne suis pas dans la domination, ou dans le fait d'imposer. En même temps, je ne suis pas dans le retrait et dans la soumission, c'est-à-dire que je ne subis pas non plus ce que l'autre pense. Je suis à la juste place entre la passivité, on va dire, et l'agressivité. Or, souvent, quand on amène des opinions, on a quand même souvent envie de convaincre l'autre. Envie de l'embarquer dans notre référentiel et de dire « Mais si, regarde, j'ai raison, je t'avais dit, c'est comme ça que ça marche. » Donc ça, être assertif, c'est pas évident. Alors pourquoi c'est si difficile de dire ce qu'on pense ou de dire ce qu'on ressent? Parce qu'en fait, il y a plein de freins qui sont liés à ça. Je pense que ça vous parlera. La plupart du temps, quand même, c'est lié au regard des autres. Donc, on n'est pas assertif parce que déjà, il faut qu'on apprenne à gérer nos émotions. Et ça, c'est un truc qu'on n'a pas appris. Alors ça commence à venir maintenant chez les enfants. Ils commencent à avoir des outils pour mieux exprimer ce qu'ils ressentent. C'est super parce qu'effectivement, c'est un vrai apprentissage. Donc, quand on est adulte, ça prend un peu plus de temps, mais c'est pas impossible. Au contraire, ça se fait. Donc, on ne sait pas gérer nos émotions, donc forcément, on ne sait pas trop les communiquer. Et surtout, on a peur de déplaire. Si je vais donner un avis différent, peut-être que je vais aller au conflit, peut-être qu'il va penser que je suis nulle, je vais donner une mauvaise image de moi, je vais peut-être générer chez l'autre des émotions qui sont difficiles à gérer, ou donc je ne vais pas savoir gérer peut-être sa colère ou sa tristesse. Peut-être je vais prendre un risque. Moi, souvent, j'interviens en entreprise, et souvent on me dit « Ah oui, mais moi, si je dis à mon chef que je ne suis pas d'accord, je vais me faire virer. » Donc moi, je mets au défi quiconque de m'apporter des cas concrets où des gens se seraient fait licencier parce qu'ils ont dit avec respect et avec la bonne forme qu'ils n'étaient pas d'accord. C'est pas ça le problème en fait. Le problème, ça va être la forme. S'il y a un manque de respect, s'il y a des insultes ou des menaces, oui, là c'est autre chose. Mais si on dit en étant assertif, c'est-à-dire sans agressivité, sans menace, la plupart du temps, on voit que ça se passe très bien. Et donc, il faut toujours revenir à cette posture de non-sachant. Je ne suis pas dans la tête de l'autre, donc je ne peux pas savoir ce qu'il pense. Dès que vous vous entendez dire « Ah ouais, mais là, attends, forcément, il a fait ça, il a fait exprès. Il sait bien que ça allait m'embêter, il l'a fait. » Et il y a une petite voix qui vous dit « Bah non, je ne suis pas dans sa tête, donc je ne le sais pas. » Et lui n'est pas dans la mienne, donc il ne sait pas non plus ce que je pense. Donc la meilleure façon pour bien communiquer, c'est que chacun exprime ce qu'il a dans la tête, puisqu'on ne peut pas savoir à la place de l'autre ce qu'il pense. Donc c'est de revenir toujours à cette posture un peu de non-sachant. Voilà. J'ai un doute, je pense que la personne pense ça, je vais aller vérifier avec cette personne. Tiens, au fait, tu sais, l'autre jour, quand tu m'as dit ça, je voulais juste vérifier à quoi tu pensais exactement. Voilà, juste ça permet d'enlever des interprétations et des malentendus. Donc, une bonne technique de com. Alors, moi, mon dada, c'est les émotions. Parce que quand on sait gérer ses émotions, alors gérer, c'est pas le terme, on gère un compte en banque, donc on appréhende ou on sait appréhender ses émotions. Nos émotions, c'est un super GPS dans la vie. Mais encore une fois, on n'a pas appris à le faire. Là encore, une des opportunités de la crise, on commence à faire énormément d'ateliers en entreprise sur la libération émotionnelle. Alléluia! Je suis ravie que ce sujet, que je n'arrivais pas du tout à vendre il y a un an, se démocratise, parce qu'on a été tellement traversés tous par plein d'émotions différentes, sur lesquelles on n'a pas toujours mis de nom, mais en tout cas, on sait qu'on s'est fait traverser par plein de choses, plus ou moins compliquées. Donc, c'est vraiment chouette que ce sujet se démocratise. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le dessin animé vice-versa, il faut absolument le regarder. C'est un très beau cours, alors, je pense que c'est plus pour les adultes que pour les enfants, sur les émotions.
Pourquoi c'est mon dada? Parce que quand on apprend à vivre avec ses émotions et qu'on comprend que ce sont nos meilleures amies et qu'elles nous veulent du bien, et non pas qu'elles sont polluantes et qu'elles nous empêchent de vivre bien, eh bien on a un formidable phare, un formidable radar en fait dans notre vie. Déjà, nous sommes pilotés à 80% par notre inconscient. C'est-à-dire que vous avez l'impression que vous êtes libre, vous pensez que vous prenez des choix tout à fait en conscience, que dans une journée, ce n'est qu'une succession de choix pris avec toute liberté. Eh bien, détrompez-vous. C'est la mauvaise nouvelle du jour. Vous êtes en pilotage automatique. Alors, j'ai mis 80, mais il y a quand même pas mal d'études aussi qui mettent 90. 90% de votre temps. Vous croyez que vous êtes libre? Vous ne l'êtes pas. Vous êtes en pilotage automatique, c'est-à-dire que vous avez des stimuli extérieurs qui vont entraîner une réaction chez vous. Donc en fait, c'est du mode automatique. Il y a un élément qui va déclencher une émotion, quelque chose chez vous, et hop, ça réagit. C'est toute la difficulté, c'est la différence entre réagir et répondre. Quand je réagis, je ne réfléchis pas. Quand vous êtes sous le coup d'une émotion, vous êtes d'accord, l'émotion elle arrive, tac, ça monte très vite, vous êtes embarqué, et vous ne réfléchissez pas. Vous n'allez pas vous dire, tiens, alors là, je ressens que je suis en colère, donc je vais lui dire. Donc, ça ne se passe pas comme ça. Ça pourrait, hein, mais en général, ça ne se passe pas comme ça. Et donc, du coup, quand on choisit de répondre, ça donnerait plutôt ça. Ok, là, je comprends que je suis en colère, pour telle ou telle raison, parce qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait, enfin voilà, après on creuse, hein, et je vais pouvoir lui exprimer librement, je vais pouvoir choisir la réponse la plus adaptée à la situation. Voilà, c'est ça la différence entre répondre et réagir. Donc vous voyez bien que dans la plupart du temps, on réagit, on ne répond pas. Alors ça ne marche pas à 100% des cas, hein. Des fois on est fatigué, on a mal dormi, on s'en fout. L'essentiel c'est de temps en temps d'essayer à exprimer davantage ça. Et c'est vrai que quand on est sous le coup du débordement émotionnel, l'émotion elle agit comme un brouilleur en fait. Elle est tellement forte, on fusionne avec cette émotion et donc on n'a plus accès à la capacité rationnelle, à notre cerveau gauche qui nous permet d'accéder à cette prise de recul, à la capacité analytique de notre cerveau, de prendre des bonnes solutions et des bonnes décisions pour la situation. Et c'est pour ça que les gens considèrent que c'est polluant. Parce qu'effectivement, il y a un effet brouilleur. D'où l'intérêt d'apprendre à gérer ça, parce que ça va permettre de s'en détacher et de pouvoir garder cette prise de recul qui nous permet de dire, ok, dans cette situation, je considère que la meilleure solution, c'est ça, ou ça, ou ça. Et pas ce qui se passe la plupart du temps. Je réagis à chaud et souvent après je me dis oh là là, j'aurais jamais dû dire ça ou j'aurais jamais dû faire ça. On se rend compte que c'est pas la situation, enfin la réponse qu'on a apportée n'est pas forcément la plus appropriée. Et donc quand on fait ce travail sur l'appréhension de ces émotions, comme on comprend mieux comment on fonctionne et ce qui se passe en nous, ça va être plus facile de le dire. Voilà, quand tu me dis ça, moi je me sens super en colère ou je me sens triste. Et là, on va se rendre compte de l'impact de la gestion des émotions sur notre façon de communiquer. C'est pour ça que je relie toujours les deux. Communiquer, bien communiquer sainement, si on sait identifier et verbaliser nos émotions, ça facilite grandement la communication. Et là, on est dans la vraie liberté intérieure. Donc, pour ceux qui ont vu vice-versa d'ailleurs, n'hésitez pas à vous poser la question, quel est votre personnage préféré ? Ou quel est celui pour lequel vous avez le plus de tendresse, une forme de compassion un peu. Ça en dira long sur votre rapport à cette propre émotion. Ou alors le personnage qui vous énerve. Voilà, ça aussi c'est intéressant. Peut-être un truc à travailler là-dessus. Donc, technique de communication non violente, justement, pour mettre en pratique ce qu'on vient de dire. Il y a vraiment, s'il n'y a qu'un truc à retenir, je pense que c'est ça, de cette causerie, c'est essayer le plus possible de remplacer le tu par le je. Et vous allez voir que dans une journée, c'est pas souvent en fait qu'on utilise des phrases en disant je me sens ou je ressens telle ou telle émotion. En général, jamais. Donc au lieu de dire tu me fais de la peine, on va s'entraîner à dire je me sens triste à cause de tes propos. Ou au lieu de dire tu m'énerves, on va plutôt essayer de dire quand tu dis ça, je me sens super en colère. Ça va déjà être un super outil. Pourquoi c'est un super outil ? Quand on utilise le tu, c'est pour ça qu'on appelle ça le tu qui tue, du verbe tuer, on est dans une position... souvent d'ailleurs, il suffit que vous mettiez dans la position inverse. Si on vous parle en disant tu, vous allez vous sentir en général agressé. Accusé, en tout cas. Et donc, cet semblant d'agression, il va vous mettre dans une position défensive. Donc, c'est pas la meilleure méthode pour bien communiquer. Donc, en utilisant le je, on affirme sa vérité à soi, et donc on n'accuse plus l'autre. Juste, on est responsable de nos émotions.
Donc on dit voilà, moi, quand tu fais ça ou quand tu dis ça, je me sens comme ça. Et en général, quand vous dites à quelqu'un je suis en colère ou je suis triste, ça n'arrive jamais que la personne vous dise c'est pas vrai. Ben non, mais c'est pas vrai, tu te sens pas triste. Il peut pas. C'est votre émotion, elle vous appartient. C'est votre vérité. En général, ce qui se passe par contre plus souvent, c'est que la personne est surprise. Elle vous dit ah bon, bah écoute, je suis désolée, je pensais pas du tout que ça avait fait cet effet-là. Donc vraiment, utiliser ce jeu, c'est super efficace. La première fois que j'ai utilisé le jeu, alors ne vous entraînez pas tout de suite avec des gens où il y a de l'affect. Vos parents, votre conjoint ou votre conjointe. Moi, la première fois que j'ai utilisé le jeu, c'était au travail. Je me rappellerai toute ma vie. J'ai travaillé sur... Donc moi, j'avais une problématique avec la colère que je n'exprimais pas. Donc ça a généré beaucoup de frustration intérieure, non exprimée, non verbalisée, et donc pas mal de symptômes aussi. J'étais migraineuse. Et le travail sur moi, j'ai pu prendre conscience qu'en fait, mes migraines arrivaient à chaque fois que j'avais une colère qui n'était pas exprimée. Ça m'a pris quelques années avant d'en arriver à cette conclusion-là. Mais après, à un moment donné, ça a été très clair. Donc dès que j'avais un début de mal de tête, je me disais, tiens, qu'est-ce qui s'est passé dans les heures précédentes ? J'ai tout essayé d'ailleurs. J'ai fait des IRM, les triptans, ils n'ont rien trouvé. Bah oui, c'est normal, c'était psychosomatique. À chaque fois que j'ai un début de mal de tête, alors attends, je refais le film de la matinée ou de la veille et je me dis, est-ce qu'il s'est passé un truc où j'ai pas exprimé ma colère ? 9 fois sur 10, je trouve. Autant vous dire que j'ai jeté tous mes anti-inflammatoires. Je n'ai plus de médicaments pour les maux de tête. Parce qu'en fait, 9 fois sur 10, ça enlève le mal de tête quand j'ai trouvé le message. Et donc du coup, la première fois que j'ai fait ça, j'étais au boulot. À l'époque, j'étais salariée. C'était ma première vie de salariée. Et j'étais à la machine à café. Et j'ai un collègue qui arrive. Alors, je devais organiser une sensibilisation d'intégration des nouveaux embauchés. Je travaillais dans la partie QSE. J'ai fait 15 ans de QSE dans le BTP. Donc, j'organise une formation. À 9 h, je constate qu'il n'y a personne. Il y a une personne, au lieu de 10, quelque chose comme ça. Je décide d'annuler la formation. Je dis, voilà, il n'y a personne. Pour une personne, je vais annuler la formation. Je vais à la machine à café, je prends mon café. Et à ce moment-là, arrive le supérieur hiérarchique du seul qui était venu. Voilà. Il arrive à la machine à café et il me pourrit. Ouais, c'est inadmissible, tu te rends compte, mon gars il s'est déplacé, il a fait du transport, pendant ce temps-là il est pas sur le chantier, et toi t'annules le truc au dernier moment, etc., etc. Et en fait j'ai vraiment senti, comme j'avais travaillé beaucoup dessus, j'ai vraiment senti cette colère. Alors moi ça prend au plexus et ça monte là comme ça. J'ai senti cette colère qui arrivait. J'ai pris une grande inspiration, et alors un peu maladroitement, mais je lui ai dit ça. Et je lui ai dit, oh, Nicolas, je me rappelle encore, il s'appelait Nicolas. Tu sais Nicolas, quand tu me parles comme ça, là, je me sens super en colère parce que je me défonce pour bien faire mon boulot. Et c'est vrai que moi, quand j'organise une formation que personne ne me prévient et qu'il n'y a plus qu'une seule personne, voilà, pour moi, je me sens pas respectée en fait dans mon travail, quoi. Et bien, le simple fait que je dise ça, le fameux Nicolas, je me rappellerai toute sa vie parce que c'était vraiment, il était monté très très haut et en fait, il est redescendu aussi vite. Il a vraiment eu cet effet de surprise que je lui fasse le feedback de ce qu'il était en train de dire, ça faisait sur moi. Il était surpris, il est redescendu. Et il m'a dit, excuse-moi, c'est pas ça que je voulais dire. Je sais à quel point tu fais ton travail le mieux possible. Mais mets-toi à ma place, mon mec est venu, il perd du temps, je perds du temps, c'est pas productif. Et ok, mais du fait qu'il est redescendu d'un étage, j'ai pu, du coup, mieux entendre ce qu'il avait à me dire, et lui aussi. Et du coup, on a pu accéder tous les deux à notre cerveau rationnel, qui nous a permis de quoi ? De trouver une solution. Et donc on s'est dit, ok, je comprends, c'est vrai qu'il est venu pour rien, écoute, on coupe la poire en deux, je reçois ton gars à 20 minutes, je lui fais un petit briefing, comme ça il n'est pas venu pour rien, et puis je le ferai revenir quand il y aura la vraie sensibilisation qui sera reprogrammée. Et comme ça, voilà, le mec hyper content, le chef, super, parfait, merci, top, c'est parti. Et c'est vrai que cette anecdote, elle m'a marquée parce que je me suis vraiment dit, si on était chacun resté, lui dans son énervement, et moi dans le mien, de vexation en fait aussi, parce qu'en plus c'était devant tout le monde à la machine à café, on n'aurait jamais pu avoir accès à cette rationalité qui nous aurait permis de trouver une solution. Parce que le but c'est quand même de trouver une solution et d'avancer, quoi. Donc voilà, c'est un très bon exercice à faire. Utiliser le jeu à la place du tu. Ça a plein d'avantages. Déjà, ça nous oblige à exprimer ce qu'on ressent. Donc vous allez me dire, faut savoir déjà ce qu'on ressent. Parce que souvent on n'est pas bien, on est mal, mais est-ce qu'on sait toujours mettre des mots ? On a un vocabulaire émotionnel qui est parfois un peu pauvre.
Alors on est mal, mais on est mal. Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la colère? Des fois, on ne sait pas forcément démêler tout ça. Donc ça nous oblige à travailler un peu plus sur l'écoute de soi, sur ses émotions, et on évite justement ces empreintes émotionnelles non exprimées qui peuvent se transformer en symptômes. Il y a aussi du coup le fait qu'on assume. Et ça aussi, ça c'est un gros problème. En général, quand je dis ça à mes patients, ils tiquent un peu. Ils n'aiment pas trop, ça pique un peu. Quand je leur dis, vous êtes responsable de vos émotions. Si vous êtes en colère, c'est vous qui prenez la décision, alors inconsciente, enfin automatique en tout cas, de vous mettre en colère. C'est pas l'autre qui vous met en colère. Ah bah si, on dit bah si, c'est de sa faute si je suis en colère, il m'a énervé. Bah c'est pas juste de dire ça en fait. Parce que vous auriez aussi eu d'autres possibilités, notamment celle de ne pas vous mettre en colère. Et donc ça veut bien dire qu'on est responsable de nos émotions. L'autre, c'est un déclencheur. Donc l'autre, peut-être il a tapé sur un truc un peu, une vulnérabilité ou sur un point de fragilité qui va faire que je vais être en réaction de ça. Mais quand même, c'est important que chacun assume les responsabilités des émotions qu'on ressent. Donc si je suis triste, si je suis en colère, si j'ai peur, si je suis stressée, c'est bien ma responsabilité. Je reconnais que l'autre, il a déclenché un truc, mais c'est pas lui qui est responsable de ma colère ni de ma tristesse. Ça, en général, on a tellement tendance à charger naturellement les autres en disant bah c'est la faute des autres. Si je suis pas bien, c'est la faute des autres. Observez déjà le nombre de fois où quand vous n'êtes pas bien, vous mettez la responsabilité sur l'extérieur, quelqu'un d'autre, ou une situation ou un contexte. Donc du coup, le fait de l'exprimer en disant je, ça oblige à assumer cette responsabilité-là, et ça, c'est chouette. On sort de l'accusation. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de pratiquer cette technique ultra simple. Alors je voulais un peu simplifier, je voulais un peu sortir du contexte, mais en fait, la vraie technique, elle va un peu plus loin. C'est la technique de communication non violente. La vraie technique, elle est en 4 étapes, et moi, je vous l'ai donnée en 2 étapes. La première, donc, c'est quand tu fais ça, donc quand tu me dis ça ou quand tu fais telle action. La deuxième étape, c'est je me sens. Donc là, on est sur vraiment l'émotion, le ressenti, comment moi je me sens quand il se passe cette situation ou quand tu me dis ça. Et il y a 2 autres étapes supplémentaires pour les bonus, pour ceux qui sont joueurs et qui ont envie de s'entraîner. Quand on va un step plus loin, 3e étape, car j'ai besoin de. Parce que derrière chaque émotion, il y a un besoin qui n'est pas exprimé. Si j'ai peur, j'ai un besoin de sécurité ou de réassurance. Si je suis en colère, souvent j'ai un besoin de défendre mon territoire ou d'affirmer mes valeurs. Il y a toujours un besoin derrière qui n'est pas satisfait. Du coup, quand on arrive à faire ce raisonnement rapidement, on est capable de dire à la fois l'émotion et le besoin qui n'est pas satisfait derrière. Vous voyez que ça nécessite un peu de boulot avant d'y arriver. Et il y a une quatrième étape. Du coup, quand j'ai fait le feedback à l'autre de ce qu'il fait ou ce qu'il dit, de ce que ça provoque chez moi comme émotion, et aussi de lui expliquer le besoin qui n'est pas satisfait, et bien là, je peux passer à l'étape ultime qui est finalement soit d'exprimer ce dont j'aurais besoin à la place, ou de trouver ensemble une solution, mais c'est de passer à l'action en fait. Voilà, donc c'est pour ça que comme quand on part de loin en communication, j'ai pas envie que vous pensiez qu'il faut que vous escaladiez la montagne en short et en tongs. Je propose déjà les 2 premières étapes. Quand tu dis ça ou que tu fais ça, je me sens comme ça. Déjà, si vous arrivez à faire ça, c'est super. Et pour les pros de la com, vous arriverez à dire parce que j'ai besoin d'eux, respect, fidélité, et vous proposerez l'action. Donc il y a un super bouquin qui s'appelle Les mots sont des fenêtres, qui est un très bon bouquin de communication non violente, et il y a plein de petites choses à apprendre comme technique là-dedans. Bon, j'espère que vous suivez toujours. Voilà, ça c'était juste pour synthétiser un peu ce qu'on se dit, c'est que finalement, face à une critique, il y a 4 façons de réagir. Soit je le retourne contre moi, la critique, parce que ça me dévalorise, je prends le message personnellement, donc je ressens de la culpabilité, de la honte. Soit au contraire, je le fais avec une ouverture du cœur pour moi, et auquel cas, je suis plutôt dans l'auto-empathie, dans l'auto-écoute de moi. Ok, là j'ai reçu une critique, ça m'a un peu piqué, pourquoi? Qu'est-ce que ça vient dire de moi? De la même façon, je peux aussi réagir contre l'autre. C'est-à-dire que je vais le rendre responsable de ma colère et lui renvoyer de la colère ou des émotions désagréables. Je vais dire que c'est de sa faute, qu'il a tort, je vais le juger. Soit alors je vais toujours avoir cette attitude d'ouverture vers l'autre. Ok, il y a un gars que j'aime beaucoup qui fait de la CNV, communication non violente, qui s'appelle Thomas Dansembourg. Il a écrit plein de bouquins, et dont une Bible que j'aime beaucoup, c'est un bouquin qui s'appelle « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Lui dit, on s'en fout d'être gentil, c'est pas le sujet. Il faut être vrai, il faut être authentique le plus possible.
Alors bien sûr, c'est un peu provocateur, il faut quand même essayer de ne pas blesser l'autre. Mais comme c'est sa responsabilité, ben voilà. Et du coup, il dit finalement, quand l'autre n'est pas d'accord avec nous, on devrait dire « Tiens, mais comme c'est intéressant !» Alors ça, c'est vraiment un point de vue que j'avais pas envisagé. Explique-moi pourquoi tu vois les choses comme ça, c'est vraiment fascinant. Combien de fois on fait ça? Jamais. On dit non mais complètement débile de raisonner comme ça, il raisonne comme une savate. Donc c'est ça, cette ouverture vers l'autre, c'est dire ok, je m'ouvre à autre chose et je m'ouvre à un point de vue différent et j'essaye vraiment d'écouter l'autre pour le comprendre et non pas pour répondre. Alors, je vous ai mis un petit focus sur les attitudes de médiation, parce que je trouve que c'est intéressant justement pour toujours un petit peu s'auto-évaluer et essayer de mieux comprendre comment on fonctionne. Parce que plus on est clair avec soi et plus on sera clair avec les autres. Donc pour mieux communiquer, il faut aussi bien se connaître et bien se comprendre. En situation de conflit, il y a un outil qui s'appelle l'échelle de Porter, qui est un psychologue américain, qui avait défini 6 attitudes possibles. Alors en fait, c'est pas forcément que du conflit. Vous allez voir, c'est plutôt une attitude générale qu'on peut avoir. Il y a des gens, ils sont vachement dans la solution. Ah non mais attends, mais moi si j'étais à ta place, je ferais ça quoi. Ou alors moi, j'ai fait ça et ça s'est vachement bien marché, donc ça va marcher pour toi. Ça c'est la solution. Et franchement, on l'a tous fait, hein. Avec nos potes, on le fait souvent. La bonne méthode, non mais moi je sais comment résoudre ton problème, la bonne méthode c'est ça. Tiens, je te file le numéro d'un tel ou je te donne tel outil, tu vas voir, c'est génial. Alors évidemment, ça part d'un bon sentiment, hein. C'est fait pour aider l'autre. Sauf que, on va voir qu'il y a des effets pervers à ça. Puisqu'on l'a vu, on n'est pas dans la tête de l'autre, on n'est pas à sa place. Donc, c'est pas à nous de trouver la solution, c'est à lui. Une autre façon de réagir, c'est l'évaluation, autrement dit le jugement. Moi, je trouve que t'as merdé sur ce truc-là, t'as eu complètement tort de réagir ainsi, t'aurais pas dû faire ci, t'aurais pas dû faire ça, etc. Donc là, c'est le juge, en fait, qui sort. Donc là, évidemment, on juge l'autre, donc c'est pas tout à fait terrible. Il y a une troisième option, c'est l'interprétation. Non, mais en même temps, tu l'as un peu cherché quand même, ce qui t'arrive. Hein. Tu l'as un peu provoqué, hein. Ah oui, donc en fait, tu as fait ça parce que tu voulais avoir ça comme résultat derrière. On n'en sait rien, on n'est pas dans la tête de l'autre. Donc encore une fois, on interprète. On se fait des petits films, hein, sans savoir. La quatrième option, c'est le soutien. Le soutien, c'est plutôt en mode parent bienveillant. Oh bah t'en fais pas, ça va s'arranger. C'est pas grave, t'inquiète pas, ça va aller. Alors là aussi, vous voyez, à chaque fois, ça part plutôt d'un bon sentiment. Hein. Mais quand vous dites à quelqu'un, d'ailleurs ne le faites pas, quand vous dites à quelqu'un qui va mal ou qui a des problèmes, quand vous dites ce n'est pas grave à cette personne-là, vous vous rendez pas compte de l'impact négatif que ça peut avoir sur elle. Une personne qui est dans la souffrance ou dans une situation problématique et que vous minimisez son sujet, son problème en disant non mais c'est pas grave, non mais prends du recul, attends, il y a des choses plus graves dans la vie, hein. Franchement. Et ben ça entretient l'autre dans une position d'échec. Et culpabilité en plus de se dire bah mince, en plus il se sent nié en fait dans son problème. Donc vous voyez ces genres de petites phrases qui paraissent un peu anodines comme ça, mais qui peuvent avoir des impacts quand même plus forts que ce qu'on pense. Le cinquième, c'est le questionnement. Ben là, vous allez retrouver ce qu'on disait tout à l'heure sur les questions ouvertes, non influencées. Qu'est-ce que tu ressens? Comment je peux t'aider? De quoi tu aurais besoin pour aller mieux dans cette situation? Ou qu'est-ce qui te permettrait de te sentir mieux? Et là, vous obligez la personne à réfléchir. Ah oui, c'est vrai, ça, bah de quoi j'aurais besoin pour aller mieux? Parce qu'en général, quand on va pas bien, on va pas bien. On cherche pas à savoir comment s'en sortir. On est juste englué dans son mal-être. Que de poser la question, mais qu'est-ce qui t'aiderait? Ça va aider la personne à passer à l'action. Et là, ça va être vachement porteur pour l'autre, en fait. Et surtout, c'est aussi le problème de la solution. Alors moi, j'aime bien la théorie du papillon. Vous avez peut-être entendu parler de la théorie du papillon. C'est le papillon qui veut sortir de sa chrysalide. Donc, il est dans son cocon, il a ses petites ailes. Je fais une très bonne imitation du papillon qui sort de la chrysalide. Et il n'arrive pas à sortir de la chrysalide. Passe un jeune homme ou une jeune femme qui voit le papillon galérer dans sa chrysalide et qui se dit bah, je vais l'aider, je vais filer un petit coup de pouce au papillon. Donc, il le sort, le papillon prend son envol, c'est magnifique. Et 2 secondes après, il se crache lamentablement et il s'écrase au sol. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça faisait partie du processus du papillon que de galérer pour
sortir de la chrysalide parce qu'en fait, ça musclait ses ailes. Et donc, il avait besoin, quand il prend son envol, d'avoir des ailes bien développées, bien musclées pour pouvoir voler. Et donc, la personne, en voulant bien faire, a pensé aider le papillon et en réalité, elle l'a mené à sa perte, en fait, en quelque sorte. Et bien, regardez le nombre de fois où on fait ça aussi avec les gens. Quand on leur dit « je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi », et bien, on les prive de leur autonomie, en fait. On leur fait croire que c'est nous qui avons la réponse, alors que les seules personnes qui ont la réponse, c'est eux-mêmes. Donc c'est toute la différence entre aider l'autre et sauver l'autre, en fait. Donc voilà, cette petite métaphore, je l'aime bien. Il vaut mieux, dans le même genre aussi, j'en ai une autre que j'aime bien aussi, c'est il vaut mieux apprendre à l'autre à pêcher que de lui ramener du poisson. Voilà. Donc si vous lui ramenez du poisson, que vous êtes dans la solution, bah, l'autre il fera pas d'effort, il va attendre que vous lui filiez le poisson à chaque fois. Si par contre vous lui apprenez à pêcher et à trouver lui-même son poisson, forcément qu'il va grandir, il va évoluer, il va faire son expérience et il va devenir de plus en plus mature. Et c'est ça qu'on veut, c'est que les gens évoluent, grandissent, deviennent de plus en plus autonomes et de plus en plus libres. Et voilà, la dernière, on en a déjà parlé aussi, c'est la reformulation. Donc si j'ai bien compris, tu penses que, en résumé, donc toi ce que tu es en train de dire, c'est ça, ou alors autrement dit, c'est ça que tu as voulu dire. Voilà. Donc ça, c'est des bonnes techniques. Donc je vous invite vraiment à observer un petit peu dans quel état vous êtes de ces communications-là. Est-ce que vous êtes plutôt dans la solution, le jugement, l'interprétation, sachant que ça, c'est ce qu'il faudrait éviter en théorie, le plus possible. Est-ce que vous êtes plutôt dans le soutien? Alors le soutien, il est un peu entre les deux, parce que c'est, voilà, je te coucoune, t'inquiète, ça va aller, mais en même temps, on prive un peu d'autonomie, donc c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Et là, on est vraiment dans la relation d'aide à l'autre, ça va être dans tout ce qui est questionnement et reformulation. Donc voilà, on ne se rend pas compte, hein, mais des postures inadéquates peuvent vraiment provoquer chez l'autre de la culpabilité, des angoisses, de l'infantilisation. Je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi, parce que toi, tu n'es pas capable de t'en sortir. Donc ça peut être vraiment très lourd, hein, pour la personne qui est en face. De la passivité, de la perte de libre arbitre, etc. Donc, première étape, reconnaissez déjà chez vous-même majoritairement dans quel comportement vous êtes, et essayez de faire autrement, essayez de vous orienter de plus en plus vers le questionnement et vers la reformulation, et vous verrez que ça va être très très aidant. Est-ce qu'il y a des petites questions à ce stade? Ah, il y a une question dans la salle. Bonjour. Bonjour. Existe-t-il des techniques simples d'auto-évaluation de sa qualité de communication? Généralement, on est les plus mauvais observateurs de soi-même, donc là, on a une situation un peu difficile. Oui. Eh bien, en fait, la meilleure auto-évaluation, vous voulez dire par exemple s'il y aurait des grilles ou des outils qu'on connaît déjà? Oh non, Pas faire des forcément, petits tests, non. se mettre en situation pour se placer dans une catégorie et éventuellement utiliser les techniques que vous avez évoquées aujourd'hui. En fait, la meilleure école c'est de s'auto-observer. En fait, c'est déjà d'avoir la lucidité de savoir comment on se comporte. Parce que des fois, il y a deux choses. Des fois, on a l'impression qu'on se connaît bien, et en fait, quand on s'auto-observe, on se dit ah mince, j'avais pas vu que je faisais ça. Ensuite, on peut faire appel à des jokers, à des anges gardiens, des amis, qui nous disent tiens, tu pourras me dire la prochaine fois que je suis dans le jugement là. N'hésite pas à me le dire quand je suis dans le jugement, parce que des fois, l'autre il le voit bien mieux chez nous que nous, chez nous-mêmes en fait. Donc ça peut être aussi une façon de croiser les regards. L'auto-observation, elle va permettre de mettre de la lumière sur notre part d'ombre, hein, parce que globalement, pourquoi c'est difficile de travailler sur soi? Parce qu'on a envie d'avoir une super image de quelqu'un de valorisant, une image valorisante, qu'on est bien, on est bienveillant, mais on a plein de parts d'ombre, tout le monde a sa part d'ombre. Et donc le but de cette auto-observation, c'est vraiment d'aller mettre de la lumière sur cette part d'ombre et d'être de plus en plus lucide. On aura tous une part d'ombre, c'est normal, ça fait partie de nous, mais dès lors qu'on met un coup de torche dessus, bah ça y est, c'est plus de l'ombre, on en a conscience. Donc je dirais l'auto-observation, et puis après, de changer. Une fois qu'on a conscience qu'on est là-dedans, mais il faut faire du factuel. Hein. Moi, je travaille beaucoup avec des carnets. Hein. J'ai un carnet et je note le soir, tiens, dans telle situation, voilà, j'ai réagi comme ça. Donc là, je prends conscience, en mettant des mots dessus, je prends conscience avec un peu de recul et de réflexion de ce qui s'est vraiment joué. Et après, j'essaye de switcher. Je vais essayer de mettre en place un nouveau comportement. Alors, ça se fait pas en 5 minutes, mais... j'essaye de faire autre chose pour voir ce que ça donne. Tiens, demain, je vais essayer d'être un peu plus dans la question ouverte. On verra comment je me sens. En fait, c'est ça, c'est de l'expérimentation, quoi. Deuxième question. Quel super public aujourd'hui. Je ne vais pas changer ma voix.
Je fais l'hypothèse qu'il y a une dimension culturelle très très importante, les fameuses lunettes. Mais même à l'intersection d'une culture, qu'on va dire la culture française, francophone, métropolitaine, peu importe, est-ce que les lunettes de quelqu'un qui est de la culture du nord de la France, de Lille typiquement, sont les mêmes lunettes que c'est quelqu'un du Grand Sud, on va dire Marseille par exemple? Et est-ce qu'il n'y a pas un biais justement d'interprétation, de transposition entre si on met face à face un Marseillais et un Lillois? Oui, mais c'est du même niveau, enfin à la limite interrégional, c'est du même niveau que n'importe qui, même deux personnes dans la même salle. Ça va jouer sur effectivement nos cartes du monde. Moi je discutais avec une Brésilienne là justement hier qui me notifiait les différences culturelles entre français et ce qu'elle a pu vivre dans son pays d'origine. Et effectivement que ça peut creuser les écarts, en fait, c'est surtout ça. C'est que du coup, et en plus, comme on est dans des zones géographiques où il peut y avoir des troncs communs, dans un inconscient collectif, on va partager la même vision sur certaines choses, et donc du coup, ça peut être clivant, en fait, parce qu'on va s'enfermer dans un même référentiel. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en fait, je sais pas comment le dire simplement, mais enfin, la réponse est oui, ça joue forcément, mais pour moi, pas plus que d'un individu à l'autre. C'est juste que ça fait partie du référentiel et du cadre de référence. Mais bon. Après, quand on le sait, on en a déjà plus conscience, quoi. C'est sûr que quand on met les Marseillais qui ont une tendance à l'exagération, bon, après, c'est des clichés aussi, peut-être. Enfin bon, des fois, c'est vrai quand même. mais ça peut jouer. Oh, troisième question, formidable. Donc, toujours le même. Dans les circonstances très particulières dans lesquelles nous vivons, alors on a mis en évidence l'importance de la communication non verbale. Bon, 80%, c'est peut-être un peu beaucoup, c'est à l'extrême maximum du spectre, mais enfin, on sait que c'est très important. Donc, comme nous communiquons à distance avec des outils qui floutent ou perturbent complètement la communication non verbale, comment peut-on réagir à ça? Est-ce qu'il y a moyen de faire face? Le moyen de faire face, alors si j'avais il n'y a pas de baguette magique, hein, il faut préserver au maximum le lien. Mais moi, ça me fait penser que je connais des gens qui sont thérapeutes comme moi et ils se sont dit par exemple, oh c'est formidable, en fait j'ai expérimenté la visio, je me rends compte que je vais pouvoir fermer mon cabinet parce que j'ai plus besoin, je peux expérimenter les choses à distance et finalement c'est le même travail. Donc déjà, c'est prendre conscience de l'importance du non-verbal qu'on a sur soi parce qu'on ne se rend pas compte de tout ce qu'on a accès. Et après, c'est d'essayer le plus possible de créer du lien. Au maximum, de préserver ce lien. Alors même si là, il sera dans une façon forcément un peu altérée, mais en tout cas de surtout pas penser, l'écueil c'est ça, hein, c'est de penser que finalement la visio et la vraie vie c'est la même chose, alors qu'en fait ça n'a rien à voir. Moi je me rappellerai toujours cette patiente qui est arrivée, je l'avais vue 3-4 heures en visio, et puis je l'ai vue dans mon cabinet là le mois dernier. Je vous jure, elle est rentrée dans mon cabinet, j'ai eu l'impression que je l'avais jamais vue de ma vie, quoi. Tellement la voir se déplacer, bouger, son regard, l'intonation de la voix, ça m'a vraiment choquée parce que je me suis dit, j'ai l'impression que je la vois pour la première fois, mais parce que je l'avais vue en mono orientation sur un écran pendant 4 heures et que j'avais du coup fixé un truc et de la voir comme ça se mouvoir et bouger dans l'espace, je me dis, mais on se rend pas compte en fait de tout ce qu'on perd. Donc donc oui, préserver au maximum le lien. Faire tomber les masques, hein. Maintenant on a le double masque, avant on avait le masque psychologique et maintenant on a le masque physique. Bon, ça va pas durer, hein. Mais en tout cas, on sait qu'on est en mode dégradé, mais préserver ce lien et surtout pas penser que ça change rien, hein, et que c'est la même chose, hein. Ça ne l'est pas. On n'a peut-être pas conscience, mais ça ne l'est pas, en tout cas. Une question via le live donc de Alexandre Temperville, un collègue donc de Saisie Lille. Il arrive que pour certaines personnes, questionner et reformuler n'aide pas la personne à avancer. Cela nécessite, j'en ai l'impression, une volonté et une ouverture de la part de notre interlocuteur. Dans ce cas, passer aux attitudes de solution peut-il aider? Alors, oui, pour communiquer, il faut être deux. Donc si l'autre n'a pas envie de communiquer, ou s'il n'est pas prêt, ou s'il n'est pas dans une attitude d'ouverture par rapport à ça, on a essayé. Alors après, oui, hein, on peut essayer d'autres techniques. La solution, je ne dis pas que c'est pas bon, mais ça peut effectivement aider. Il faut essayer de s'adapter à son interlocuteur, et c'est aussi sa liberté que de ne pas avoir envie d'être aidé, ou de pas avoir envie d'avoir des questionnements ouverts. Il faut le respecter, voilà, en disant c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas la bonne technique. Il reste libre et ça reste son choix. Donc oui, multiplier les canaux, hein, ça donne plus de chances de réussir. Donc je suis plutôt d'accord. On verra bien ce qui marche. Je fais la technique ici. Vous parlez du tu et du je. Il est vrai qu'aujourd'hui, dans les entreprises en France, c'est beaucoup le tu qui est utilisé. Ouais. Personnellement, moi, j'ai une relation hiérarchique avec quelqu'un avec qui j'utilise volontairement
et des deux côtés le vous. Oui. Est-ce que, alors vous n'allez pas me faire une thérapie, hein, mais est-ce que quelque part c'est une protection? Est-ce que du coup les éléments que vous donnez avec le tu et le je fonctionnent aussi bien? Ou au contraire, ça met une distance dans laquelle la communication automatiquement est différente? Alors, là, je vais plaquer mon filtre aussi, du coup, mais c'est très juste ce que vous dites. Si c'est OK pour les deux, à ce moment-là, c'est très bien. Si vous êtes tous les deux OK dans le vouvoiement. Ce qui est évident, c'est que quand on passe au tutoiement, on met une proximité qui est beaucoup plus forte. Et moi, je sais que j'étais comme vous, c'est-à-dire que je vous voyais mon chef, parce que j'avais peur que de le tutoyer, ça m'aurait fait passer des limites et j'aurais plus de filtre, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai préféré aussi vous voyez. Mais par contre, la même technique s'applique. C'est-à-dire que vous pouvez de la même façon dire, quand vous me parlez comme ça ou quand vous me dites ça, moi je me sens comme ça. Donc ça ne change pas ça. Ce qui est problématique, c'est s'il y en a un qui tutoie et l'autre qui vous voit. Là, ça peut mettre dans une position un peu de parent-enfant et un peu infantilisante, même si elle n'est pas volontaire. À partir du moment où chacun est sur le même canal et que ça convient aux deux et que vous arrivez à faire cette reformulation en exprimant ce que vous ressentez, c'est OK, ouais. D'autres questions? Non, c'est bon? Bon, écoutez, une petite conclusion, non? Je sais pas. Écoutez, on va remercier fortement Aude Nazerola d'être venue nous présenter donc, cette thématique passionnante. On en aurait beaucoup à dire sur le sujet pour d'autres causeries. Avec grand plaisir. Merci à tous aussi ceux qui nous ont suivis. J'imagine que vous avez peut-être aussi des questions après coup ou autres ou des demandes pour de support. N'oubliez pas que le replay également sera disponible 2 semaines sur la chaîne YouTube, donc la playlist les causeries saisies sur la chaîne YouTube saisie. Et puis toute question, hein, n'hésitez pas, causerie au pluriel idfc@saisie.fr. On va mettre le programme de la semaine prochaine. Je l'ai pas. Ah bon. Nous avons la semaine prochaine une causerie toujours en sciences humaines sur le management collectif, donc par Monsieur Boucher. On vous attend également nombreux donc la semaine prochaine via le live. N'hésitez pas à transmettre le lien à vos réseaux. Merci Aude. Merci à tous, merci à toi. Et puis à très bientôt. Bon courage et merci d'avoir très bien exécuté cette causerie malgré les conditions. Merci. Merci. Au revoir. Merci à tous.